interroger, évidemment, c'est le foot comme processus de construction, à la fois économique, mais on verra aussi symbolique, politique, culturel. Et ce foot qui est devenu quand même le premier événement, le premier phénomène social au monde, par son amplitude, par sa force, par sa visibilité, et rien ne le prédestinait à devenir ce premier phénomène social. Donc on verra ça avec Manuel Chotet, comment il s'est construit, comment il a construit ses propres représentations. Et depuis quelque temps, le foot est beaucoup interrogé par les intellectuels, par les chercheurs. Depuis très longtemps en anthropologie, en ethnologie, on a eu évidemment Lévi-Strauss, on a Descola, beaucoup de philosophes, d'économistes aussi qui se sont intéressés au domaine du sport plus généralement. De plus en plus de philosophes comme Étienne Klein, puisque interroger le sport et interroger le foot, c'est interroger et la société et notre rapport au corps. Donc on a eu beaucoup d'études ces dernières années sur évidemment qu'est-ce que le sport dit de notre rapport, de notre spécificité humaine à une époque où on va vers un transhumanisme. Et étonnamment, nous nous sommes aperçus qu'il y avait très peu d'études, très peu de travaux dans le domaine des communs et des biens communs, puisque nous sommes l'université du bien commun. Et donc il y avait une sorte d'angle mort. Donc on s'est dit, on va prendre un peu le temps de commencer de déchiffrer un nouveau champ, parce que c'est aussi le rôle d'une université. Et on a été très surpris par tout ce qu'on a trouvé, par ces potentiels. Et on va essayer de vous faire partager aujourd'hui ces découvertes et ces premières pistes fertiles. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Benjamin Coria, qui est un habitué de l'université, puisqu'il avait présenté le bien commun, le climat et le marché, grand spécialiste des communs et des biens communs, économiste, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, professeur honoraire à la Sorbonne Paris-Nord, émérite maintenant. Oui, c'est pas pareil. Qui a également cofondé les économistes atterrés. Et donc, il a beaucoup travaillé, notamment sur le lien entre le climat et le bien commun, notamment dans ce livre que j'évoquais, qui est une réponse extrêmement argumentée au prix Nobel d'économie Jean Tirole sur cette question du bien commun, des communs et du climat. Nous aurons également Manuel Chotet, qui vient de sortir un livre sur la valeur du footballeur aux éditions du CNRS, c'est cette semaine, je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines. Voilà, donc tu es sociologue, spécialiste des questions de sociologie du sport, et pour ce livre, je crois que tu as travaillé une 12aine d'années à peu près. Voilà, donc on a beaucoup de chance parce que c'est une entrée assez originale sur cette question du foot, des communs et du climat. Et puis nous aurons Alexis Lepage, qui est là-bas, qui est, je crois, passionné autant de foot que de climat. Alors j'espère bientôt de commun aussi, qui travaille à la réduction de l'empreinte carbone dans une société qui s'appelle SAMI et qui est dans l'accompagnement aussi bien des sociétés, également des associations pour arriver à la neutralité carbone, et qui vient de sortir donc le bilan carbone du ballon rond. Et donc on commencera cette session par cette étude qui est extrêmement complète, extrêmement bien argumentée sur le sujet. Et puis David Blum, enfin, qui est l'ancien directeur de Play International, spécialiste de l'impact social du sport. Je crois que vous travaillez pour les 2024, les Jeux Olympiques, pour l'Agence française de développement, pour la Fondation de France. Voilà, et donc vous avez participé à la revue de la Fonda. Donc on remercie la Fonda d'être parmi nous, qui vient de donc sortir une revue sur comment le sport peut contribuer au bien commun. Moi, je voulais juste, avant de laisser la parole, essayer de donner un cadre
et quelques pistes sur quelques hypothèses, dirait Claire de notre université, par rapport à ce champ nouveau, donc des communs, du foot et plus généralement du sport et du climat. Donc c'est vraiment la trilogie qu'on souhaiterait articuler. Alors la première chose que je souhaitais dire, c'est que, et notamment par rapport à votre étude, Alexis, c'est un effet de loupe extraordinaire que le sport sur par exemple l'empreinte carbone. C'est vrai qu'on parle beaucoup, souvent d'empreinte carbone, et là dans le travail que vous allez nous montrer, on comprend que c'est une prise de conscience de l'empreinte où elle se retrouve et à tous les niveaux. Je prends l'exemple donc du foot. On parle beaucoup dans les médias actuellement évidemment de l'empreinte des stades qui sont climatisés à ciel ouvert, des déplacements des supporters, de l'eau qu'on utilise pour faire de l'herbe verte, comment recycler les ballons. Mais il y a toute une part qui reste quand même des angles morts, et notamment par exemple le streaming. La pollution qui est faite, l'empreinte carbone qui est faite avec le streaming, avec la télévision, avec cette diffusion qui est planétaire, est absolument monstrueuse. Donc vous nous donnerez des chiffres très très précis. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas du tout. C'est par exemple le nombre de saucisses, alors moi j'ai découvert ça, de saucisses qui sont mangées pendant une Coupe du Monde de football, et l'impact carbone est absolument sidérant. Donc ça nous permet à travers cette expérience du foot, d'un grand événement sportif, de voir aussi nous où peuvent se nicher nos empreintes carbone, et c'est vrai que c'est une prise de conscience, je pense, extrêmement salutaire. Ça nous permet, nous, pour les communs et les biens communs, d'avoir cet effet de loupe sur la théorie des communs et des biens communs. Je vais vous prendre un exemple. Un des questionnements des communs, c'est l'articulation entre le public et le privé. Dans le foot, évidemment, on peut grandement se poser la question, puisqu'on a un foot amateur qui est largement financé par la collectivité, que ce soit à travers les stades, au travers des formateurs, etc., donc qui est quasiment entièrement financé par le public. Et par ailleurs, quand on passe au foot professionnel, on a évidemment un apport extrêmement important d'argent et de bénéfices, et qui va dans le privé. Alors, là aussi, c'est Manuel qui nous expliquera que non seulement il va dans le privé, mais il est accaparé par un petit groupe d'individus que sont les footballeurs. Et ce qui est, on n'y pense jamais, quelque chose d'assez surprenant dans une analyse économique du foot, puisque ce sont des subalternes, les footballeurs. Ce ne sont pas eux qui décident, ce ne sont pas eux qui président les clubs, et pour autant, ce sont eux qui captent la richesse de façon très très significative du foot. Donc vous nous expliquerez comment on a cette spécificité dans l'économie du foot. Voilà, un autre aspect, c'est évidemment la gouvernance qui nous intéresse beaucoup. On a beaucoup parlé de l'opacité dans l'attribution d'un événement sportif comme la Coupe du Monde. Mais on a par ailleurs des petits clubs qui fonctionnent avec une vraie gouvernance partagée. Donc on a nos thématiques, nos problématiques des communs et des biens communs qu'on retrouve là. Également la question des enclosures, mais j'y reviendrai juste après. Alors une autre piste que voilà, je voulais ouvrir avec vous, c'est Capo Nubutko qui nous l'a donné lors de la présentation de son livre. Donc on a fait un zoom, il a sorti un livre sur des solutions pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun. Donc on l'a invité à présenter son livre et on lui a demandé, lui, comment il voyait ce lien entre climat, foot et bien commun. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est que pour lui, le foot était tout simplement le premier grand commun mondial. Il nous dit évidemment, en Afrique, au Brésil, il y a une sorte de sentiment collectif d'appartenir à une grande communauté. Philippe Descola en a aussi beaucoup parlé en le critiquant et en disant que finalement, aujourd'hui, le football, c'est le premier lieu où on arrive à sortir de sa cellule de consommateur, de sa cellule privée, pour aller vers un destin commun. Alors, il y a la belle phrase aussi, je l'ai notée parce que
d'Edgar Morin, qui à 101 ans a fait une analyse encore du foot et du sport, parce qu'il est très attaché, et il nous dit c'est le lieu pour ressentir plus que jamais la communauté de destin de toute l'humanité. Donc c'est évident que le foot, si ce n'est un bien commun, parce que ça serait sans doute un peu poussé, c'est en tout cas une réflexion nécessaire pour de quelle manière on peut créer des grands communs mondiaux autour de l'eau, autour du climat, bien sûr, et comment un commun, une pratique, une communauté comme celle du foot peuvent en tout cas alimenter l'envie, le désir et la possibilité de créer de grands communs mondiaux. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que je pense que Benjamin n'est pas très d'accord pour dire que c'est un... Moyennement, donc tu y reviendras, c'est pour te titiller, comme ça tu pourras nous dire. Une autre piste, donc, et ça c'est une piste très personnelle, parce qu'il n'y a aucun travaux, aucune analyse là-dessus, c'est plutôt une intuition, donc j'espère qu'on continuera cette réflexion, c'est de se dire qu'il y a une analogie entre l'évolution, l'histoire du football et l'histoire du capitalisme, et derrière évidemment de l'anthropocène et du dérèglement climatique. Alors là, il y a vraiment quelque chose sans doute à fouiller, parce que le foot n'est pas n'importe quel sport. Quand on regarde son histoire, l'histoire des jeux de balle, il y en a toujours eu dans l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains, mais on considère que historiquement, le premier jeu de football, c'est avec les Japonais, donc au 6e, 7e siècle. C'est un jeu qui s'appelle le kemari. Ça veut dire la balle frappée. Mari, c'est la balle, donc la balle frappée. Et ce qui est extraordinaire dans ce début du football, c'est qu'il s'agissait d'un jeu qu'on jouait à 8, en cercle, comme ça, donc il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait aucune compétitivité, il n'y avait aucun affrontement. C'était par contre, en effet, le lieu du beau geste, de l'habileté, puisque ça se jouait avec une seule jambe, la jambe droite, et vous aviez... Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Je me suis passionnée pour le jeu de Kemari. Et donc, c'était un jeu extrêmement populaire. Donc, c'était un jeu, vous deviez jongler avec le ballon. Quand il tombait, c'était celui qui était à côté. Donc, un jeu extrêmement ritualisé qui se jouait plus dans les temples, dans les lieux sacrés. Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir à Kyoto, puisque c'est un jeu qui existe toujours. Donc, comment de ce jeu qui est sans affrontement, sans compétition, est devenu le foot moderne. Pour continuer à tirer le fil de cette histoire du foot, on a évidemment Lévi-Strauss qui nous a montré à quel point les jeux de balle et les jeux, pendant très longtemps, dans les sociétés non modernes, comme il les définissait lui-même, n'ont jamais été en compétition. La compétition dans le jeu n'existait pas. Un des jeux de balle les plus connus, c'est celui que pratiquaient les Aztèques au Mexique. Alors c'était très difficile parce que là c'était pour le coup plutôt une pierre, donc vous imaginez la lourdeur, il fallait l'articuler, et le but c'était de passer la pierre dans des anneaux de pierre. Et là c'est tout à fait un processus cosmique. En fait le but du jeu c'était d'accompagner le mouvement des astres. La pierre préfigurait le soleil, et donc les joueurs devaient accompagner le mouvement du soleil, continuer le mouvement du soleil, donc il y avait un rapport extrêmement étroit entre le jeu et la vision du monde, la cosmogonie, mais aussi la nature, les rapports qu'on peut avoir entre les personnes qui constituent cette communauté. Et puis, très récemment, on a justement Philippe Descola qui est retourné voir les Achuars, donc ces Indiens d'Amazonie, qui sont en fait en Équateur. Leur pays c'est l'Équateur, je dis ça parce que le match qui va débuter ça sera Équateur-Qatar, mais à mon avis ce ne sont pas eux qui font l'équipe, parce que eux se sont mis à jouer au foot, et Philippe Descola donc, a observé que pour eux le but c'était évidemment de marquer un but, mais surtout c'était de pouvoir conserver un équilibre entre les deux équipes, et un équilibre avec tout l'environnement, toute la cosmogonie qu'ils avaient autour d'eux. Donc par exemple, si on gagnait trop,
ça déséquilibrerait les liens à l'intérieur de la communauté, etc. Donc, même aujourd'hui, la pratique du foot est extrêmement différente. Alors, tout ça, après, je pense que Gilles vous parlera aussi d'une autre pratique qui était pendant le Moyen-Âge, mais tout ça pour vous dire qu'il y a donc une évolution du foot qui était plutôt un commun, qui s'exprimait dans une communauté, et le foot moderne tel qu'on le connaît, il est apparu au milieu du 19e siècle en Angleterre. Et il est apparu dans les business schools, pas les business schools, les publics plutôt, mais qui sont quand même assez peu publics et plutôt privés, qui sont ce lieu de formation et de formatage des élites. Ça a été très, très, très étudié, c'est même un système de caste. Donc il ne nous a semblé pas anodin que le foot moderne soit pensé, soit modélisé, soit formalisé à partir de cette période-là. Et je pense que tu nous en diras, puisque j'ai vu dans ton livre que tu traitais aussi cette question assez passionnante. Et donc, l'évolution du foot moderne, à partir de ce moment-là, a suivi l'évolution du capitalisme, avec aussi un capitalisme financier, etc. Il y a quelques mois, on a commencé à réfléchir au sujet et j'ai écrit un article, Foot et climat, le bilan carbone du ballon rond. Alors cet article, on l'a écrit notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, il y avait assez peu de ressources. Les ressources étaient assez éparses sur ce sujet du bilan carbone dans le football. Donc on s'est dit autant le faire par nous-mêmes, autant regarder l'ensemble des postes d'émission, poser tout ça et derrière se dire comment est-ce qu'on peut faire pour décarboner l'ensemble des postes d'émission dans le football. Alors, une toute première question qu'on peut se poser, elle est assez naïve, mais pourquoi est-ce que le football est concerné par les changements climatiques, par ce réchauffement climatique dont on parle autant aujourd'hui? Et la réponse, elle est presque aussi simple, simplement parce que tout le monde est concerné par le sujet, vous, moi, les entreprises, les organisations, l'État et les clubs de foot y compris. Beaucoup de gens qui disent que le football, c'est un sport, on doit détacher de ces sujets-là. Pourtant, ce qui est important, c'est de savoir que non, effectivement, le football et le climat sont deux sujets qui sont très liés. Alors pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui qu'on fait face tous à un problème assez global, celui de l'effet de serre, donc l'effet de serre additionnel. Donc c'est l'accumulation de nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On voit que ces émissions qui peuvent dépendre de nos déplacements, également de notre régime alimentaire, etc., cause donc un réchauffement global, et ce réchauffement global impacte l'ensemble des régions du monde et l'ensemble des activités. Il y a un graphique que vous avez peut-être déjà vu, c'est celui-ci. C'est l'évolution des températures depuis la fin du 19e siècle. On voit très clairement qu'on se rapproche plus on arrive vers nos années, vers des bandes qui sont très rouges foncées, donc des rouges foncés qui signifient que la température dépasse fortement les moyennes. Et donc là, on arrive dans une période où effectivement on est à déjà un réchauffement global depuis la fin du 19e siècle qui est autour de 1,1-1,2 degrés. Par rapport à nos ambitions climatiques actuelles, on est sur une pente d'environ 3 degrés, donc d'ici à 2050, ce qui effectivement nous montre qu'on a tout intérêt d'agir et que le football, y compris, a intérêt à se transformer s'il veut nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques. Alors, encore une fois, pourquoi le football est concerné? Ce qui est assez positif, c'est que depuis pas mal de mois maintenant, on voit que le sujet revient beaucoup dans les médias, dans des médias qui parlent aussi du football uniquement. Donc, par exemple, tout à droite, SoFoot, qui parle du jet privé donc de Lionel Messi qui en 3 mois est mis autant qu'un Français en 150 ans. On a parlé aussi un peu au mois de septembre avec la polémique de Galtier et effectivement ce char à voile pour comparer et pour se moquer un petit peu du jet privé. On en parle en ce moment avec la Coupe du Monde au Qatar, donc effectivement pour le désastre social et également le désastre écologique qui s'y passe. Alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant ensemble, c'est regarder les impacts du football, où est-ce qu'il se cache, et les solutions qui peuvent déjà être apportées pour décarboner le monde du football, que ce soit les clubs ou les compétitions. Alors ce que je voulais vous proposer de faire dans un tout premier temps, c'est de regarder quelques bilans carbone. Alors on a ici le bilan carbone d'un club de football allemand, donc un club de football professionnel, Wolfsburg, donc il y a 9500 tonnes de CO2 par an. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, c'est environ les émissions de 1000 Français sur une année. Et on voit que ce bilan carbone, il va dépendre notamment de 2 catégories. Une première catégorie qui est la mobilité des fans, donc les déplacements, notamment en voiture et en avion. On pourra revenir dans le détail sur tout ça après. On voit aussi une partie avec presque 20% qui dépend de l'énergie. Alors Wolfsburg est en Allemagne. En Allemagne, on utilise beaucoup de charbon, beaucoup de gaz notamment, pour produire de l'électricité. Cette électricité-là, elle est fortement carbonée.
Donc on voit en fait que effectivement c'est un poste d'émission très important à l'échelle d'un club de football. Si on dézoome un tout petit peu, on peut aller du côté de l'Euro, qui s'est déroulé donc en France il y a quelques années maintenant. Donc l'Euro, on voit qu'on a une grande partie des émissions qui vont notamment dépendre des infrastructures. Donc on voit qu'on a 54% de ces infrastructures donc, qui sont des travaux de construction, de rénovation, des parkings, des routes, etc. qui vont devoir être construites pour au final organiser cette compétition. Les stades également génèrent aussi beaucoup d'émissions de CO2 à la construction. On va voir aussi dans une moindre mesure les spectateurs, les supporters, donc leur déplacement, avec 539 000 tonnes de CO2 ici. Et c'est notamment les transports aériens qui pèsent sur ces compétitions internationales. Et si on dézoome encore plus, on arrive à une Coupe du Monde et à la dernière, donc celle qui s'est passée en Russie en 2018. Donc cette Coupe du Monde-là a engendré l'émission de 2,2 millions de tonnes de CO2. Donc c'est autant que les habitants de l'île sur une année. Et on voit donc que ces émissions dépendent en très très grande partie des déplacements, notamment des déplacements internationaux. 60% du bilan carbone de la compétition en Russie en 2018. Des déplacements qui peuvent uniquement être réalisés en avion. Et quand on sait le nombre de spectateurs qui viennent regarder ces Coupes du Monde, c'est assez peu surprenant au final d'avoir ce poste-là en toute première position. Alors on va reprendre ces différents impacts donc avec quelques exemples pour que ce soit bien concret pour vous et surtout avec quelques solutions qui derrière peuvent être imaginées en tout cas pour décarboner le monde du football. Alors le premier impact, qu'on soit un club de football, qu'on organise une compétition, en fait dès qu'on est dans le secteur de l'événementiel, c'est effectivement les déplacements, notamment des supporters. Et ici on a deux modes de transport qui pèsent fortement sur ce bilan carbone. C'est la voiture individuelle, qui va peser notamment sur les déplacements à domicile, et pour les déplacements donc, de plus longue distance, notamment pour les clubs qui jouent en Coupe d'Europe, on va retrouver l'avion. Et donc pour vous donner un petit peu plus de concret, j'ai créé un exemple ici. Donc 30 000 supporters qui vont se déplacer pour un match. Donc 30 000, c'est environ la moyenne qu'on va voir pour un match donc, de Ligue 1 qu'on aura en France. On va prendre l'hypothèse qu'on retrouve dans pas mal de clubs, donc de 60% des personnes qui vont venir en voiture. Ces personnes-là vont venir en voiture à deux. Elles vont parcourir 50 km aller-retour. Rien que sur ce match, sur 90 minutes, donc c'est 98 tonnes de CO2 qui sont générées. Donc c'est environ 1 tonne de CO2 à chaque minute de match. C'est-à-dire qu'en 9 minutes, ça a émis autant qu'un Français en une année, seulement du coup en lien avec ces déplacements des supporters. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour décarboner ce poste-là, qui est en tout cas le plus important aujourd'hui à l'échelle du sport, et à l'échelle notamment de ces clubs de football? On peut essayer de partager la mobilité, et notamment une solution qui s'appelle Stadium Go, qui a été développée il y a maintenant 1 ou 2 ans. Stadium Go, c'est le Blablacar du football, et plus largement du monde du sport, donc des événements autour du sport. Donc, ce qui peut permettre effectivement de diviser les émissions par le nombre de covoitureurs, donc très intéressant aussi pour changer rapidement les choses et pour permettre de diminuer de plus en plus l'utilisation de la voiture personnelle. Le deuxième point, qui est primordial, c'est de privilégier des mobilités qu'on appelle douces, du vélo, du tramway, des transports en commun. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre sa voiture pour faire 25 km, on va peut-être prendre un tramway pendant 15 km, ensuite on va marcher 2 km, et ensuite on va prendre un vélo. Donc tout cela prendra en tout cas plus de temps, mais permettra aussi de réduire fortement son bilan carbone. Donc c'est tout un ensemble de pratiques qu'il faut arriver à changer pour diminuer son empreinte carbone. Et un troisième point, qui est très intéressant celui-ci, c'est de repenser complètement l'expérience autour de ces événements footballistiques. Et vous voyez ici sur la photo, les Forest Green Rovers, c'est un club professionnel anglais, donc de 3e division anglaise. Ce club-là se présente comme le club de football le plus écolo au monde. Donc sur cette partie des déplacements des supporters, ils ont notamment organisé des déplacements en bus électrique pour les déplacements à l'extérieur. Il y a aussi d'autres réflexions qui sont en cours, notamment sur des déplacements en train qui associeraient les supporters et l'équipe. Donc ça permet aussi de remettre un peu une dynamique beaucoup plus sympathique autour de ces déplacements-là, tout en réduisant au final le bilan carbone de ces déplacements. Alors le deuxième impact qu'on va retrouver dans l'industrie du football, c'est le stade et ses infrastructures. Le tout premier point, c'est la construction. Alors un stade au Qatar aujourd'hui a engendré à sa construction environ 260 000 tonnes de CO2. Alors pourquoi? Parce qu'on utilise énormément de matières premières. On va utiliser de l'acier, on va utiliser du béton, du ciment. Le ciment est aujourd'hui responsable de 6% de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale, donc d'où le fait que ce soit un poste d'émission très important. L'énergie, elle va fortement dépendre du pays dans lequel vous vous situez.
En France, on a la chance d'avoir du nucléaire et également des énergies renouvelables, ce qui nous permet d'avoir un mix électrique qui est relativement peu carboné par rapport à d'autres pays. On l'a vu pour Wolfsburg tout à l'heure. On va retrouver en Allemagne beaucoup de gaz, beaucoup de charbon utilisé, donc un bilan carbone qui dépend aussi énormément de ces énergies fossiles. Et en troisième position, on va retrouver toute la partie boisson-restauration. Alors l'exemple effectivement des saucisses qui étaient consommées pendant la Coupe du Monde en Russie est assez parlant. Pour vous donner quelques chiffres que je suis sûr que vous retiendrez, on avait environ 25 000 saucisses qui étaient consommées par match pendant cette Coupe du Monde en 2018 en Russie. Ce qui représente au global 3 tonnes de CO2 par match. Sur l'ensemble de la compétition, c'était 200 tonnes de CO2. Alors, notre régime alimentaire a forcément un impact assez fort sur nos émissions. Et ce qui est aussi ici assez intéressant, c'est de voir qu'il y a des clubs qui réfléchissent aussi à cela. Il y a les Forest Green Rovers, encore, qui proposent une offre de repas vegan et végétarien dans leur stade, ce qui permet là aussi de réduire assez fortement les émissions de CO2. Et puis, le dernier point, les déchets. On a l'habitude, dans le monde de l'événementiel, dans le monde du football, de proposer des déchets qui ne sont pas réutilisables. Là aussi, l'idée, c'est peu à peu d'arriver à transformer les clubs de football. Et il y a des entreprises, il y a FlyCup, par exemple, une entreprise qui essaye de créer un produit qui permettra de réutiliser ces emballages qui sont habituellement jetés. Alors, si on parle de quelques solutions, on en a une première qui est très intéressante, donc c'est mutualiser les infrastructures. Si vous êtes un peu fan de football, vous avez reconnu sur l'image le stade de San Siro à Milan. Ce stade-là, il a une particularité, il accueille 2 équipes. Il accueille l'AC Milan et l'Inter de Milan, ce qui permet au final d'éviter d'avoir 2 stades. C'est une pratique qui est très intéressante, surtout quand on regarde certaines villes. Si on regarde Londres par exemple, on a plusieurs clubs situés dans la même ville, avec forcément des stades qui vont engendrer à leur construction énormément de CO2 et également à leur utilisation. Donc la mutualisation peut permettre de réduire aussi assez fortement les émissions. Le deuxième point, il est aussi un peu assez logique, surtout dans la situation actuelle, c'est d'essayer de sortir de la démesure. On a l'habitude de vouloir construire des stades qui sont de plus en plus grands pour essayer justement de dépasser ceux des pays qui nous entourent. Il faut essayer de sortir un peu de ce paradigme-là et aussi essayer d'éco-construire, utiliser des matières qui sont de moins en moins carbonées. On peut citer encore une fois les Forest Green Rovers. Alors, ils construisent un stade qui va émettre aussi à sa construction énormément de CO2, mais ce stade-là prendra en compte cet aspect environnemental et permettra notamment, dans sa phase de construction, d'émettre beaucoup moins qu'un stade classique. Et un dernier point, aussi intéressant, plus pour donc le club, mais aussi pour les zones qui peuvent l'entourer, c'est de développer des énergies renouvelables. Les clubs de football, donc par leur stade, par leurs infrastructures, des centres d'entraînement qui sont extrêmement importants, des parkings qui justement sont aussi très très grands, peuvent développer ces énergies renouvelables et notamment les énergies solaires. Alors c'est intéressant pour eux, mais également, je disais juste au début, pour les quartiers par exemple qui vont entourer ces stades-là, parce que eux aussi peuvent utiliser cette électricité qui va servir par exemple pour un stade comme celui-ci en Suisse sur uniquement 1 ou 2 matchs par semaine, et qui le reste du temps pourra servir à la communauté qui entoure ce stade. Un troisième impact, donc les déplacements des joueurs, du staff, des recruteurs également, des salariés du club. Et on peut ici effectivement parler d'injustice climatique. Alors injustice climatique, pourquoi? On peut ressortir un premier chiffre, celui de 366 grammes de CO2 par kilomètre et par passager pour un jet privé. Si on compare ça à un mode de transport qu'on utilise sûrement un peu plus tous, en tout cas dans cette salle, on peut comparer ça au TGV, et on est à 2,3 grammes de CO2 par kilomètre par passager. Donc 1 km parcouru par une personne en jet privé, ça émet 160 fois plus de CO2 qu'en TGV. Donc là aussi, il y a une polémique dont tout le monde a entendu parler en septembre dernier. C'est effectivement cet aller-retour du PSG à Nantes, donc 343 km parcourus 2 fois. Donc c'est l'équivalent en jet privé de 11,3 tonnes de CO2. Si ce déplacement avait été effectué en TGV, on serait à 80 kg, donc beaucoup moins ici. Donc en 2 heures seulement, le PSG a généré autant qu'un Français en 15 mois. Donc effectivement, là aussi, il y a un sujet de justice sociale. Comment est-ce qu'on peut parler de sobriété au grand public quand derrière on a quelques clubs de football qui se permettent justement d'émettre autant de CO2 sur une période de temps aussi courte? Alors, les solutions, elles existent aussi. La première, c'est de repenser d'abord les compétitions. On l'a vu avec nos 2 premiers bilans carbone, celui de l'UEFA réalisé en France, donc la Coupe d'Europe en France en 2016, également celui de la Coupe du Monde en Russie et également au Qatar actuellement,
donc c'est obligé de prendre l'avion pour ces compétitions-là. C'est très difficile de pouvoir justement se passer de ce mode de transport si on veut y participer. Et si on regarde une prochaine Coupe du Monde, c'est celle qui a lieu dans 4 ans, en Amérique du Nord, vous voyez ici la répartition des stades où seront jouées les compétitions. Ça va d'est en ouest aux États-Unis, et également du nord au sud, donc du Canada en passant par les États-Unis jusqu'au Mexique. Donc impossible ici, si on veut participer à plusieurs matchs, de ne pas prendre l'avion. Ce sera certainement une Coupe du Monde qui battra aussi tous les records en termes de CO2. Donc d'essayer de repenser ces compétitions. La Coupe d'Europe en France justement avait permis de diminuer un peu l'impact parce qu'on a un réseau ferroviaire assez bien ficelé en France qui nous permet fortement de nous déplacer avec ces modes de transport qui sont moins carbonés. Et un deuxième point, c'est aussi d'encadrer l'usage de l'avion, de mettre tout simplement des règles. Donc là, sur cette image, vous avez les rugbyman qui jouent d'ailleurs en ce moment un match contre le Japon et qui avaient joué un match au Stade de France il y a quelques semaines. Juste après, il y avait un autre match à Marseille. Et donc la fédération a décidé de privilégier le train pour ce déplacement-là, ce qui leur a permis justement d'éviter une grande quantité de CO2. Donc quand on voit qu'il y a certains sports, que ce soit le rugby, que ce soit le basket ou d'autres, qui peuvent se permettre de prendre le dérivé, on se dit assez simplement que le football a certainement les moyens de faire la même chose. C'est juste une question d'envie et aussi juste une question d'habitude parce que assez historiquement, les clubs de football se déplacent en avion et personne ne s'en offusquait jusqu'à effectivement cette polémique à la rentrée avec Galtier et le PSG. Et un dernier impact qui est fortement relié à une autre industrie, celle du textile, c'est le merchandising. Alors les clubs de football sont des champions sur ces sujets-là également. Donc, on a pris l'exemple ici de Manchester United, qui est un club de football anglais, qui en 2021, donc le club qui a vendu le plus de maillots, donc 1,8 million de maillots vendus. C'est l'équivalent de 10 000 tonnes de CO2 sur une seule saison. Donc on est à 5,5 kg de CO2 par maillot. Mais l'autre problème qu'on va avoir ici, c'est que les clubs ils sont dans une logique de vendre toujours plus. Et donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran du site du Real Madrid, et donc de la boutique du Real Madrid. Vous le voyez, il y a 4 maillots par saison qui sont proposés. Donc ça incite fortement les supporters à acheter les derniers maillots. Vous allez aussi retrouver des survêtements, des chaussures, des pantalons, écharpes, bijoux, montres, etc. Tout un ensemble de produits qui sont voués à être remplacés le plus rapidement possible. Tout ça pour générer effectivement des ressources financières assez conséquentes pour les clubs. Comment est-ce qu'on peut faire ici? Alors, le premier point, il est presque un peu naïf lui aussi, c'est tout simplement faire moins, de proposer moins de maillots, de se dire qu'on peut par exemple essayer de renouveler non pas son maillot par un nouveau maillot, mais par un maillot qui existait avant. C'est ce que fait par exemple Saint-Etienne, le club de football, qui propose à chaque fin de saison des bourses maillots qui permettent de changer de maillot, mais sans justement avoir à en créer un nouveau. Le deuxième point, si on se dit que dans tous les cas il faudra forcément concevoir de nouveaux maillots pour les années à venir, c'est d'essayer de privilégier des matériaux qui sont considérés comme bas carbone. Vous avez ici l'exemple de Nolt, qui est une entreprise française qui propose des maillots de sport, que ce soit pour le football, pour le rugby, pour le tennis, etc., à partir de matières recyclées, et notamment à partir de plastique recyclé. Donc c'est une initiative qui a été lancée assez récemment, mais qui va normalement se développer assez largement dans les clubs professionnels dans les années à venir. Et un dernier point, c'est de privilégier la réutilisation, notamment des matières. Vous avez ici Vista. Vista, c'est une jeune entreprise marseillaise qui propose des ballons de football. Alors les ballons de football que vous allez trouver dans le commerce, pour quasiment la totalité d'entre eux, pour ne pas dire la totalité, sont construits à partir de plastique. Donc c'est des matières pétro-sourcées. Ce ballon Vista, lui, va permettre d'utiliser des matières qui sont beaucoup moins carbonées, et notamment des sièges de voiture qui étaient en cuir, qui vont réutiliser ces matières-là pour construire ce ballon-là, qui va être utilisable bien plus longtemps que les ballons qu'on va trouver dans le commerce. Puis il y a une dimension aussi de partage derrière leur projet, d'essayer de faire en sorte que toutes ces matières-là puissent être réutilisées éventuellement par d'autres clubs pour garder au final les matières le plus longtemps possible et pour éviter des achats qui en fait ne sont pas très utiles. Et puis quelques derniers impacts qu'on a évoqués au début, les médias qui sont spécialisés dans le football, les paris en ligne, le streaming autour du football va générer aussi des quantités d'énergie qui sont extrêmement importantes, et là aussi ça va dépendre beaucoup du mix électrique du pays dans lequel vous vous trouvez. Votre impact carbone ne sera pas du tout le même si par exemple vous regardez un match de football en Allemagne et en France, parce que l'électricité, encore une fois, que vous allez utiliser est beaucoup plus carbonée du côté de nos voisins allemands. Donc là aussi, ça sort presque de la responsabilité des clubs, même si eux ont le pouvoir de changer ces choses-là et d'utiliser peu à peu de l'éco-conception, par exemple, numérique,
pour réduire ces impacts. On va retrouver un autre sujet qui est très intéressant lui aussi, c'est le sponsoring. Alors, assez classiquement, les clubs de football étaient sponsorisés par des entreprises qui, effectivement, n'étaient pas des modèles en termes de climat. On a notamment la l'Olympique Lyonnais, qui actuellement a sur son maillot la compagnie Fly Emirates, donc une compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis. Et il y a d'autres entreprises, on peut citer par exemple Gazprom, qui est une entreprise russe sur le secteur des hydrocarbures, qui a très longtemps financé la Ligue des Champions. Donc là aussi, il faut arriver peu à peu à se détacher de ces sponsors-là qui sont très fortement reliés aux industries carbonées. Et un dernier point qu'on peut citer, qui est plus anecdotique mais qui est aussi intéressant, à chaque début de compétition, avant chaque Coupe du Monde, on retrouve les ventes de téléviseurs qui grandissent grâce justement donc les marques qui proposent ces téléviseurs-là proposent des promotions, ce qui fait effectivement monter les ventes. Puis après on a leur utilisation dans le temps. Si vous avez un téléviseur effectivement assez énorme, forcément l'électricité qu'il va consommer génère aussi des émissions de CO2 assez conséquentes. Et donc pour terminer, on peut revenir sur quelques chiffres et on peut au final se poser la question: pourquoi a-t-on intérêt à accompagner les acteurs du football? Alors, au-delà du fait de leur permettre de se décarboner, on peut citer plusieurs autres aspects. On peut citer aussi le fait que les Français trouvent qu'actuellement, le monde du football n'est pas un sport écologique. On a 62% des Français qui pensent cela. On a également 80% qui ne sont pas capables de citer des actions environnementales, donc normalement, vous n'en ferez pas partie. On a également 8 personnes sur 10 qui auraient une image plus positive du football professionnel s'il se tournait donc vers la durabilité. Donc tout ça pour montrer qu'effectivement, il y a une attente du public sur ces différents sujets. Et un tout dernier point, c'est une notion que j'ai découvert il y a très peu de temps sur un article de Conversation, c'est la notion de leader involontaire. Donc on peut citer les footballeurs comme étant des leaders involontaires. Alors, leader involontaire, pourquoi? On peut par exemple parler de Cristiano Ronaldo, c'est la personne la plus suivie sur Instagram, 500 millions d'abonnés. On peut citer Lionel Messi. Donc Lionel Messi a provoqué à son arrivée au PSG 5 fois plus d'articles que le rapport du GIEC, qui était malheureusement pour lui publié en même temps. On a Neymar qui lui a soutenu récemment la candidature de Bolsonaro. Donc, quand on dit que le football n'est pas politique, c'est assez compliqué de ne pas le voir quand on voit que certains footballeurs soutiennent directement des candidats. Et puis dernièrement, Zidane qui effectivement a soutenu aussi la Coupe du Monde au Qatar. Imaginez une seule seconde qu'une de ces 4 personnes soutiennent la cause climatique, comme on le voit par exemple dans d'autres sports, comme le triathlon, où il y a certains triathlètes qui disent justement ne plus vouloir participer à des compétitions qui vont être situées très très loin de chez eux, vont être obligés de prendre l'avion par exemple pour y participer. Imaginez si une de ces personnes, avec son potentiel médiatique et d'influence, s'engager pour le climat, refuser d'être sponsorisé par telle ou telle marque, ou s'engager justement à ne pas participer à une compétition comme celle au Qatar qui, d'un point de vue social et environnemental, est très néfaste. On aurait sûrement une sensibilisation qui serait beaucoup plus importante du grand public, qui se poserait la question de comment est-ce que moi aussi, à mon échelle, je peux me transformer et comment faire pour réduire globalement nos émissions de CO2 et atteindre nos objectifs climatiques. Merci à tous. Moi, j'ai concentré mon intervention, pas sur la notion de bien commun, ça viendra dans la discussion, mais autour du point suivant. Voilà, pour tout vous dire, j'avais envie, et voilà, si c'était un papier, il s'intitulerait Chronique d'un scandale annoncé, hein, ou Chronique d'un double scandale annoncé. Parce que ce à quoi on assiste avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est vraiment un énorme scandale. C'est vraiment un énorme scandale. Or, il était écrit depuis la première minute, hein, c'est-à-dire depuis 2010, depuis l'attribution. Donc ma question c'est, comment ça a été possible, hein, pourquoi ça a été possible, et qu'est-ce que ça nous dit sur l'état actuel du sport, de ce sport-là en tout cas, et donc si on veut le faire bouger, qu'est-ce qu'on a devant nous? Voilà un peu le sens de ma réflexion et de mon intervention. Alors, d'abord, un premier point, le double scandale annoncé. Hein, ensuite, essayer d'expliquer.
ce qu'on a sous les yeux, c'est donc au moins un double scandale, peut-être même un troisième, un scandale climatique, donc c'est évident. La manière dont les choses ont été conçues depuis le début, c'est-à-dire tenir une Coupe du Monde dans un pays de 120 000 habitants, un des plus chauds de la planète. Au départ, d'ailleurs, ça devait se passer en été, où tout était à construire, où les capacités d'accueil du million au moins de gens qui sont intéressés à suivre l'événement n'existaient pas, et ne pouvaient soit qu'être créés, soit être fabriqués de manière complètement artificielle à travers les vols dont tu parlais vers les pays limitrophes. Bon, donc, comment on peut faire une chose pareille? Voilà, comment on peut faire une chose pareille? La deuxième chose, c'est dans un pays qui est un des plus riches du monde, hein, comment dire, du fait de la rente gazière, le Qatar, c'est pas le Rajasthan, hein. Je veux dire, le Qatar, vous voyez les images de Doha, etc., c'est un des PIB par tête les plus élevés du monde, et dans lequel on a la situation sociale parmi les plus archaïques du monde. C'est-à-dire que la Constitution, ce qui tient lieu de Code du travail, la Constitution, elle est de nature néo-esclavagiste, dès 2010, depuis 2010, et c'était connu. C'est-à-dire que c'est une constitution sur le plan du travail. C'est pour ça qu'il y a eu ensuite tous ces problèmes d'essais, tous ces problèmes sociaux extrêmement graves pour tous les travailleurs qui ont participé à la construction des stades et des infrastructures. Par constitution, hein, les travailleurs sont les travailleurs migrants parce que ne bénéficient du titre et des avantages d'être qatari qu'une toute petite minorité des habitants du Qatar, et on ne devient pas qatari. Par exemple, le droit du sol n'existe pas. Vous pouvez être né au Qatar, de mère qatari, vous n'êtes pas qatari pour autant. Hein. C'est vraiment une petite minorité extrêmement privilégiée, égoïste, et qui défend ses intérêts de manière absolument farouche. Bon. Donc, les immigrés sont tenus les travailleurs immigrés sont tenus dans un état d'infériorisation inadmissible. Hein, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas quitter l'employeur, leurs passeports sont confisqués. Bon voilà, alors il y a eu une petite évolution à partir de 2020, où cette constitution a été modifiée sans que les institutions qui permettent de vérifier que les pratiques seront changées aient été construites. Hein, bon. Donc, et tout ça on le savait en 2010. Tout ça on le savait en 2010 que l'incidence climat serait catastrophique et que l'incidence sociale serait catastrophique. Parce que pour construire tout ça dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous vouliez qu'il se passe, sinon ce qui s'est passé? C'est-à-dire des centaines de morts, probablement des milliers de morts, des blessés, des handicapés, etc. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que la neutralité carbone a été un argument de vente. Hein, vous avez des gens comme Yann Bertrand qui ont soutenu la candidature Qatar, qui ont fait de la propagande pour le Qatar pendant longtemps, avant de découvrir il y a 3 semaines, ou à peu près, ils se sont fait avoir, qu'ils croyaient vraiment que ça serait une neutralité carbone pour construire les infrastructures qu'on a construites au Qatar, de qui on se moque. Bon, donc, la FIFA, d'ailleurs, a largement contribué à entretenir ce mythe. Bon, tout récemment encore, vous avez vu Infantino disant « je me sens arabe, je me sens gay, je me sens ceci, je me sens cela », ce qui est un excellent moyen pour lui de ne pas répondre aux demandes d'Amnesty International, demandant à la FIFA de s'engager pour indemniser les gens blessés. Et donc, il détourne en disant oui, « je me sens, je sais pas quoi ». Forcément, oui, dans les appartements que lui ont construits les Qataris et dans lesquels il vit, on n'a jamais vu ça. Hein. Un président de la FIFA qui vient s'installer dans le pays qui organise la Coupe du Monde. On est dans un monde de concussion, de corruption qui est absolument invraisemblable. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les journaux, vous voyez les procès ininterrompus qui touchent l'organisation de la Coupe du Monde.
Qatar dans le domaine du sport, qui sont en particulier le président du PSG, où il y a toute une série d'affaires ouvertes. Bon, donc, comment dire, le bilan, j'ai parlé du bilan social, le bilan climat, il est absolument catastrophique. Dans les estimations les plus basses, on estime qu'il va y avoir 3,5 millions de tonnes de carbone provoquées par l'organisation de la Coupe du Monde. Alors, vous connaissez bien ces questions, merci pour votre exposé que j'ai trouvé vraiment éclairant, très éclairant sur d'où viennent les émissions carbone du football. Bien, sur ces 3,5 millions de tonnes, ce qui est quand même énorme, c'est gigantesque. Bien, le Qatar s'est engagé à faire de la compensation carbone, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à les compenser. Alors, c'est quoi la compensation carbone? C'est l'objet de mon livre sur le climat. C'est quoi la compensation carbone? C'est de dire on émet, et on achète des crédits carbone à des entreprises qui sont supposées fabriquer des crédits carbone, c'est-à-dire des manières de consommer le carbone, des manières de réduire la consommation du carbone. Alors l'idée c'est à travers des plantations, à travers de l'énergie renouvelable, etc. Bien. Alors le Qatar et la FIFA ont bien pris leurs précautions, ils ont fabriqué leur propre entreprise à laquelle ils vont acheter les crédits carbone. Comme ça, on est tranquille, parce que sinon, il faut passer par des institutions certifiées, et ça devient beaucoup plus compliqué de repérer si un crédit carbone est réel ou s'il est fictif. Là, ils s'achètent à eux-mêmes, donc ils vont être à peu près tranquilles. Et aujourd'hui, alors que la moitié des 3,6 millions, c'est-à-dire 1,8 million, devrait passer par leur propre institution, on en est à 16 000 tonnes qu'ils ont rachetées. Voilà. Indépendamment du fait qu'il y a toutes les suspicions possibles sur le fait qu'il s'agit bien d'économies réalisées, parce qu'une des conditions pour le marché carbone, c'est qu'il faut que vous achetiez des crédits carbone qui correspondent à des activités additionnelles, qui n'étaient pas prévues, parce que si elles étaient prévues, ça ne sert à rien, vous n'avez rien économisé. Bon. C'est pour ça que la certification de qui est autorisé à vendre du crédit carbone, et si c'est un crédit carbone, est essentielle. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué, la FIFA et le Qatar, ensemble, leur institution. Ils sortent de tous les contrôles, ils sortent de toutes les certifications. Et malgré ça, on est à des kilomètres de ce qu'ils devraient acheter en termes de compensation. Donc, catastrophe sociale, catastrophe climatique, parce que, soyons clairs, ces 3,6 millions ne seront jamais rachetés. Je prends date, on va reparler dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, bien. Et puis, j'ai presque envie de dire, une injure faite au peuple du football. Je pense que le peuple du football, ça existe. On en parlera tout à l'heure. Les joueurs, qui sont, dans le cas de l'équipe de France, c'est frappant, qui sont blessés de manière absolument anormale, compte tenu de la compression du calendrier, parce qu'au dernier moment, il a fallu ramener la Coupe du Monde de l'été à l'hiver pour essayer de diminuer le recours au fait de chauffer les stades. Donc, les joueurs subissent un agenda absolument invraisemblable. Les supporters, alors je parle en particulier des LGTB, qui pour la plupart ont dû renoncer à faire le voyage, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la question dont ils vont être reçus, mais aussi les spectateurs, les fans des catégories sociales peu fortunés, si je peux dire, pour qui et le voyage au Qatar et
et les déplacements en avion et la domiciliation en dehors du Qatar sont des budgets qui sont impossibles à couvrir. D'une manière générale, c'est jamais très facile, mais là, c'est quasiment impossible. Là, c'est quasiment impossible. Donc voilà, un prix programme. Donc la question, c'est comment ça a été possible? Ça a été possible parce que pour que de telles choses puissent se faire, il faut une offre et une demande. Donc il faut regarder d'un côté, du côté de la FIFA, qui a le monopole pour élire les pays d'accueil, et puis de l'autre côté, du côté du vainqueur, hein, si je peux dire, qui est le Qatar. Alors, y compris pour comprendre ça, il faut faire un tout petit peu d'économie politique du football. Alors, en gros, on considère que le foot est passé par 4 étapes. Je vais surtout insister sur l'étape contemporaine. Bon, la première étape, c'est en gros du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans lequel le foot apparaît, essentiellement d'ailleurs, enfin dans sa forme moderne, hein, essentiellement d'ailleurs en Angleterre et puis se répand. On a la première codification des règles, etc. Après, on a une deuxième étape, qu'on appelle souvent la modernisation précoce, entre les deux guerres. C'est le début de la professionnalisation, par extension du foot aux classes populaires, parce que c'était pas donné depuis le début, l'organisation des premières Coupes du Monde, etc. 45-80, c'est l'installation du foot au niveau de sport de référence, si je peux dire, avec les premières diffusions télé, les championnats nationaux, les premières compétitions internationales, etc. Et puis depuis 80, alors ça commence à expliquer pourquoi ça a été possible. Hein, c'est pas pour rien que je vous raconte tout ça. Depuis les années 80, c'est la globalisation financière et la marchandisation à l'extrême de ce sport, en tout cas dans une partie de ses composantes, celle qui donne le ton. Et donc on a entré de toute une série de nouveaux acteurs. Alors que, on en parlera sans doute tout à l'heure, au départ, les clubs de foot sont souvent, émergents à partir de communautés et sont souvent des pratiques de proximité, bien. Petit à petit, on s'est détaché de ça, et à partir des années 80 et à l'époque moderne, on a des acteurs invraisemblables. On a des fonds d'investissement professionnels, hein, donc des fonds de spéculation internationaux qui acquièrent des clubs, hein, et qui vont jouer de la rentabilité à différents niveaux, voilà, à travers les ventes de maillots, à travers les transferts, à travers l'achat de sponsoring, à travers la vente d'images, etc. Bien. On a l'entrée des grands investisseurs américains des franchises professionnelles. Hein. Marseille est aujourd'hui propriété d'un propriétaire qui s'appelle McCourt, qui était propriétaire d'une franchise de baseball aux États-Unis. Et puis, c'est là que ça devient tout à fait important, on a l'intervention de fondations État. Bon. Alors, il y en a deux qui interviennent, essentiellement les Émirats, à travers Manchester City, et le Qatar. Alors, ce qui est intéressant dans le Qatar, c'est que, avant 2010, le foot ne l'intéresse absolument pas du tout. Bien comprendre ça, hein? Pas du tout. C'est-à-dire que le Qatar a une politique dite de soft power qui consiste à la fois à financer le Hezbollah, à la fois à accueillir les talibans et à la fois à accueillir des bases américaines qui ont servi d'agression en Arabie, en Irak. Bon, voilà. Donc, je veux dire, il y a une espèce d'agnosticisme comme ça qui leur permet d'exister, parce que ce qu'il faut comprendre pour le Qatar, c'est que son existence est un peu problématique. Hein, c'est-à-dire que le Qatar aurait dû faire partie de la République arabe unie, des Émirats arabes unis. Et par une espèce de coup de poker, ils ont réussi à exister séparément. Donc la question de leur existence comme telle, elle est toujours un peu posée. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu une anomalie. Donc ils sont obligés de faire ce qu'on appelle du nation branding, c'est-à-dire d'exister en tant que nation et de montrer qu'ils existent et d'assurer comme ça leur présence
dans le concert international. Donc, un de leurs moyens, c'est cette politique d'accueil multiple que j'ai dit, et c'était une politique de présence dans les médias. Et donc, c'est la chaîne Al Jazeera et la chaîne, ensuite, Bein, en matière de sport. En 2010, le Qatar était absent du football. Ça n'est qu'après que la Coupe du Monde leur était attribuée dans des conditions dont on continue à discuter. Il semble qu'un certain déjeuner entre Sarkozy, Platini, etc. a joué un grand rôle dans l'attribution. Bon, c'est en cours de vérification. Ça n'est qu'après qu'il ait obtenu l'organisation de la Coupe du Monde qu'ils se sont lancés dans le sport, si je peux dire, en achetant le PSG et maintenant Braga, un autre club portugais, et qu'ils sont devenus un fonds État intervenant dans le sport. Voilà. Alors, pourquoi ça a été possible? Pourquoi ça a été possible? Parce que d'un côté, on a ce fonds État qui est préoccupé de servir d'instrument à la justification de l'existence de cet État sur lequel il y a quand même, beaucoup d'ombre quant à la fois son origine et sa constitution interne. Une opération de blanchiment, dans tous les sens du terme, de blanchiment de leur image, par rapport au fait qu'ils sont un État gazier, bon, et le fait qu'ils sont un État dont la politique diplomatique, j'ai parlé du Hezbollah, j'ai parlé du Hamas, fait quand même un tout petit peu question sur la scène internationale. Donc, comment dire, avoir 300 millions de déficit l'année dernière avec le PSG n'est vraiment pas un problème pour le Qatar. Parce que l'image du Qatar vaut 300 millions de pertes par an, absolument sans problème. Donc on n'est pas dans une logique sportive, on n'est pas dans une logique économique, on est dans une logique de blanchiment, de soft power, et évidemment c'est très inquiétant. Alors, pourquoi la FIFA accepte ça? Autour de la FIFA traînent aussi de très nombreuses affaires de corruption. En ce qui concerne l'attribution de la dernière Coupe du Monde, par exemple, pas celle du Qatar, mais celle d'avant, il y a un reportage télévision qui montre comment 2 des votants de la FIFA ont été piégés dans une opération au cours de laquelle ils ont été filmés en négociant la vente de leur droit de vote à des journalistes qui leur ont fait croire qu'ils étaient les représentants d'un État qui voulait acheter leur vote. Et on a 20 minutes de télévision là-dessus. Voilà. Donc ça explique ce à quoi on a assisté. Donc je pourrais poursuivre, donc je garde ça pour la discussion. Mais quand je dis chronique d'un double scandale annoncé, vous comprenez bien de quoi je parle. Alors vous comprenez pourquoi, quand on dit le football est un bien commun, machin et tout ça, vous voyez mes réserves. Alors, pour conclure, 3 conclusions. Bon, d'abord, la scène à laquelle on a affaire, pour ce qui concerne sa partie marchande, sa partie riche, heureusement il y a d'autres couches sociales dans le football et dans le sport, c'est celle-là. Bon. Néanmoins, ce à quoi on vient d'assister, voilà, c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que l'opération de blanchiment du Qatar, visiblement, elle est ratée. Visiblement, elle est ratée. Il suffit de lire la presse pour s'apercevoir que leur tentative, à travers cet événement, d'apparaître comme, je sais pas quoi, un bienfaiteur du sport international, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas réussi. Je pense que après le Qatar, la relation des gens du monde du foot au climat sera changée. Voilà. Je pense que, par exemple, les réactions à Galtier et à son char à voile, très fortes quand même, voilà, trouvant que
vraiment ils avaient poussé le bouchon trop loin, n'aurait pas été ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu le Qatar par derrière. Et donc, cette sensibilisation à la question du climat qu'amène le Qatar. Donc, voilà, aspect extrêmement positif, le football aussi va devoir s'y mettre. Le football aussi est comptable du climat. Et je pense que après le Qatar, ça va rester. Troisièmement, est-ce que le spectacle qu'on a sous les yeux va conforter, l'idée de conforter le football comme commun, alors pas forcément comme bien commun, hein, justement comme commun, c'est-à-dire comme activité de communauté dans lesquelles les footballeurs, les supporters, les gestionnaires, etc., forment une communauté qui remplit des rôles sociaux, en particulier vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des classes pauvres, hein, pour lesquelles c'est une référence importante. Oui, je pense que ça a sa place, c'est-à-dire, je pense que oui, il y a un avenir pour le football comme commun au sein de cette grande nébuleuse. Alors ensuite, cette grande nébuleuse, de toute façon, soit elle continue comme elle est, bon, bien sûr, soit, comme nous l'espérons tous, la contrainte climat, la contrainte d'inégalité et de justice sociale va monter, et donc à ce moment-là, oui, la construction du football comme il est devra bouger. Et donc de ce point de vue, qu'on ait des points différents dans la planète qui ont commencé à construire le football comme commun, sera un élément tout à fait important. Et donc de ce point de vue, même l'événement tragique, mais vraiment tragique, hein, qu'on est en train de vivre avec cette Coupe du Monde, surtout pour des gens comme moi, qui aiment le foot, bon, pourra servir à de la transformation. En tout cas, c'est l'espoir que je formule. Voilà, merci. Merci Benjamin. Donc, je viens ici donc, au titre du livre que je viens de faire paraître dans cette institution qui s'appelle La valeur du footballeur. Alors, ce livre part d'une question toute bête, assez banale, qui est la suivante, à savoir pourquoi se fait-il qu'on accorde autant d'importance aux footballeurs aujourd'hui? Cette question, voilà, qui est vraiment une question toute bête, me semble mériter d'être posée, puisque déjà, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, quand le football arrive en France, le football moderne arrive en France fin 19e, début 20e, c'est une pratique voilà, qui n'intéresse pas grand monde. Donc il n'y a rien d'évident à ce que cette pratique ait le succès qui est le sien. C'est d'autant moins évident qu'il y a des pays du monde dans lesquels le football suscite très peu d'intérêt. C'est par exemple le cas en Inde, où voilà, pas grand monde s'intéresse au football. Donc l'idée que ce sport ait pris la place qui est la sienne dans un pays comme la France, mais aussi généralement en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud, n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident en plus dans le football, puisqu'on voit aussi des choses très atypiques. Première chose atypique, c'est que, comme c'était dit dans l'introduction, ce football conduit à ce que les gains, les profits économiques mais aussi symboliques, convergent vers les salariés d'exécution. En l'occurrence, les footballeurs sont dominés dans la chaîne de commandement des clubs. Ils sont des salariés subalternes qui sont sous la supervision d'un entraîneur qui lui-même dépend des cadres dirigeants du club, mais c'est le subalterne qui gagne le plus. Dans chaque club de Ligue 1, notamment, il y a toujours au moins un joueur qui gagne plus que son entraîneur. À Montpellier, qui gagne plus que son contre-maître. Autre élément intéressant, c'est que les joueurs sont très majoritairement issus de milieux populaires, n'ont pas fait d'études et sont souvent issus d'immigration. Et donc on voit ce sport mettre sur le devant de la scène des individus peu dotés socialement, et si on compare ça aux élites économiques, aux élites politiques, aux élites culturelles, c'est absolument différent. Et donc c'est partant de là finalement que j'essaie d'interroger, voilà, pourquoi une telle importance à ceux qui sont habiles balle au pied, sachant que c'est des individus peu dotés socialement, par ailleurs, enfin, en tout cas à leur naissance, et qui, du point de vue de la division du travail, sont des subalternes. Avec cette idée que, voilà, dans l'absolu, exceller balle au pied ne vaut rien. Et du coup, la question, c'est voilà, finalement, pourquoi une telle importance est aujourd'hui accordée à ces joueurs? Et l'idée que j'essaie de défendre tout au long du livre, c'est que voilà, les footballeurs ne sont pas au principe de leur propre importance, que la valeur du footballeur, vraiment, dépend assez peu des joueurs eux-mêmes.
Alors, je parle en termes de valeur ici pour englober deux choses. D'une part, ce qui relève de leur valeur marchande, pourrait-on dire, donc ils revoient à la fois leurs revenus salariaux, leurs revenus publicitaires, mais aussi le prix des transferts. Je pourrais revenir après sur ce dispositif particulier qui est propre au football, ou en tout cas au sport. Et à travers la notion de valeur, c'est aussi mettre en avant ce qui relève de leur notoriété. En fait, non seulement les joueurs appartiennent à ce qu'on peut qualifier d'élite salariale en France, parmi les salariés les mieux payés en France, les footballeurs sont présents au même titre que les PDG ou que les élites de la finance, et il est plus que vraisemblable que le salarié le plus payé en France est un footballeur, en l'occurrence Kylian Mbappé, qui est très loin devant, par exemple, quelqu'un comme Pouyanné, dont on va parler, le PDG de Total. Donc voilà, très bien payé, mais aussi en même temps très visible. En fait, je suis pas sûr que si on fait un sondage, quel pourcentage de la population connaît le visage de Pouyanné, je suis pas sûr que ça soit... ici, j'imagine qu'on le connaît pour des raisons, voilà, un peu l'ennemi public numéro 1 de cette façon, mais généralement, c'est pas quelqu'un dont le nom ou le visage est très visible. Kylian Mbappé est sans doute le Français le plus connu au monde. Ça porte peut-être atteinte au prestige du président de la République, mais voilà, je pense que si on fait un sondage, qui connaît l'identité du président de la République en Argentine? Bon, par contre, Messi, on connaît. Le Premier ministre au Portugal, pas sûr que tout le monde le connaisse. Par contre, Cristiano Ronaldo est connu, même par des gens qui ne s'intéressent pas au football. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. On peut dire que les footballeurs sont des figures publiques, puisqu'ils sont connus, y compris de personnes qui ne s'intéressent pas au football, et même de personnes qui ont le football en haine. Donc voilà, ils sont à la fois des figures publiques et des acteurs très bien payés. Et le livre, c'est essayer de rendre compte de cette situation, pourquoi on arrive à cette situation particulière. Et comme je le disais tout à l'heure, il me semble que pour comprendre ça, il ne faut pas faire porter le regard sur les joueurs proprement dit, parce que eux, ils se contentent d'être bombes à le pied, mais de faire porter le regard sur tous ceux qui ont, et pas toutes celles, à chaque fois ici j'emploie le masculin, c'est le masculin non pas générique, mais le masculin, puisque c'est vraiment une affaire d'homme tout ça, tous ceux qui contribuent finalement à ériger les footballeurs, comme ça, à les porter au pinacle. Et globalement, il me semble que pour comprendre cette situation, il faut rendre compte de trois dynamiques. Première dynamique, c'est comment se fait-il que le football, pratique marginale à ses débuts, finisse par occuper devant la scène comme aujourd'hui. Deuxième dynamique, comment se fait-il que dans cet univers, les profits symboliques et économiques convergent vers les salariés? Troisième dynamique, comment se fait-il que dans cet univers, il y a de aussi grandes inégalités, puisque là jusqu'à présent je parlais des footballeurs comme c'était tous égaux, mais il y a de très très grandes inégalités dans cet univers, et on peut estimer par exemple qu'aujourd'hui en Ligue 1, donc le championnat professionnel de première division en France, le salarié le mieux payé, donc Mbappé, gagne à peu près 3000 fois plus que le joueur le moins payé. Alors que ces deux joueurs sont indispensables à l'existence du championnat. Pour qu'il y ait un champion de France et un joueur mis en vedette, eh bien, il faut qu'il y ait un championnat qui existe. Et pour qu'un championnat existe, il faut que toutes les semaines, il y ait 20 équipes qui alignent 11 joueurs sur le terrain. Si on compte les remplaçants, ça fait 16. Et plus, ensuite, les remplaçants, qui un staff professionnel, c'est 20-25 joueurs. Donc tous ces joueurs sont indispensables à la tenue du championnat. Et néanmoins, il y a vraiment un accaparement des profits par une petite minorité d'entre eux. Accaparement des profits économiques, mais aussi accaparement des profits symboliques. Exemple de cela, quand Maradona est décédé, voilà, après il a gagné la Coupe du Monde 86 tout seul. Voilà, l'homme qui a gagné la Coupe du Monde a lui tout seul. Donc c'est assez fascinant de voir, c'est un succès d'équipe, c'est l'équipe d'Argentine qui a gagné, mais de ce succès d'équipe, on ne retient que le joueur le plus évident. Alors que, bon, si on regarde même les statistiques de l'époque, l'Argentine avait la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Donc il y avait au moins quelques bons défenseurs dans cette équipe. Donc tout ceci pour vous dire voilà, qu'il y a un accaparement des profits par une petite minorité. Alors, le livre est un peu long, je ne vais pas tout vous raconter, mais quelques éléments qui me semblent qui font écho avec le thème de cette séance. Comme ça a été dit en introduction, le football moderne, c'est-à-dire le football tel qu'on le connaît aujourd'hui, se structure, se formalise dans l'Angleterre de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et ça, c'est sans doute pas complètement un hasard. Donc, l'Empire britannique, voilà, première puissance mondiale. Donc voilà, donc
l'idée même de la performance, de gagner, etc. On voit bien la parenté que ça peut avoir avec la logique capitaliste, et tout ça avec l'idée, j'ai gagné un match aujourd'hui, mais je me remets à l'entraînement dès demain en vue d'être plus performant la prochaine fois. Donc il s'agit tout le temps de remettre en jeu ces acquis pour essayer d'accumuler davantage. Donc on voit la parenté qu'il peut y avoir entre la logique sportive et la logique capitaliste. Mais aussi, l'Angleterre est aussi un berceau de la démocratie parlementaire, et ça c'est un élément important, puisque c'est une compétition, le football et le sport en général, c'est une compétition réglée, ça se joue avec des règles, avec l'idée qu'on est formellement égaux sur la ligne de départ. Et de fait, le football est promu non pas par l'aristocratie, mais par la bourgeoisie, qui, de par sa position dans la structure sociale, a intérêt à l'existence de règles, a intérêt à l'égalité des chances, ce à quoi l'aristocratie, elle, n'a pas intérêt. Donc voilà quelques éléments. Sur le cadrage général, le foot, en fait, c'est comme le rugby, comme ce qu'on appelle le foot américain, comme ce qu'on appelle le foot australien, comme ce qu'on appelle le foot gaélique, qui sont dans les différents pays où ces sports existent, des sports très importants, qui sont professionnels. Le football australien, nous on ne connaît pas, mais c'est un sport professionnel en Australie. Ces sports, en fait, viennent tous d'une même pratique qu'on surnomme le folk football, qui était une pratique intéressante, comme ça a été dit un peu en introduction, puisque ça existait dans chaque village, etc. Et finalement, chaque partie donnait lieu à des règles négociées, si toutefois il y avait des règles. C'était un jeu très violent, mais avec finalement, peut-être plus proche des communs, comme ça a été dit, c'était le jeu, voilà, chaque communauté locale avait son propre jeu. Avec le football, c'est quelques individus qui, de toute façon, imposent leurs règles en disant maintenant le football, ça sera ça. Ça sera avec les pieds et pas avec les mains. Ça sera à 11 et pas à 50 contre 58, etc. Il y a obligatoirement égalité des chances. Donc en fait, ils vont créer une pratique spécifique. Et ça, ce qui est intéressant à regarder, c'est que la forme que finalement prend le football, c'est tout à fait fortuit. Si c'était d'autres groupes, si c'était des acteurs autres que ceux qui finalement ont produit le football qui avaient été dominants à l'époque, eh bien, le football tel qu'on le connaît n'existerait pas. Et ça, je pense que c'est intéressant à rappeler, puisque le football aujourd'hui a acquis le statut d'évidence. Or, rien n'est moins inéluctable que l'existence même de ce sport. Une fois que ce sport existe, encore faut-il qu'il ait eu le succès qui est le sien. Et là, si j'arrive sur le versant français, ce qui est au principe du succès du football, c'est le fait que ce sport a été porté par des groupes sociaux, appropriés par des groupes sociaux très différenciés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le distingue des autres sports qui arrivent en France au même moment. Le tennis, c'est l'apanage des classes supérieures. La boxe ou le cyclisme, c'est les milieux populaires. Le football est approprié par des groupes très différenciés. Les patronages catholiques, par exemple, qui utilisent le football comme une sorte de bruit d'appel pour attirer la jeunesse, et c'est intéressant aussi, ils l'utilisent, qu'ils le trouvent plus moral que le rugby. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le football apparaît comme le lieu de toutes les dérives, de toutes les immoralités, et par exemple, les profs de PS n'aiment pas le football, voilà, c'est pas un sport qu'il faut enseigner en EPS, parce que, voilà, il est perçu comme immoral. Mais à son départ, voilà, il n'est pas ainsi conçu. Il y a des industriels aussi qui s'intéressent au football, bref, toute une myriade de groupes sociaux différents, et ça profite au football, puisque chacun de ces groupes va finalement diffuser la pratique dans une fraction particulière du monde social, et aussi, de par l'émulation entre ces groupes, ça va contribuer au développement du football. Donc, voilà, très rapidement, un ensemble de raisons qui expliquent le succès du foot. Ensuite, des éléments qui expliquent pourquoi l'argent et les profits convergent vers les joueurs plutôt que vers les autres acteurs du football. Là, voilà, on est habitué, on a grandi dans un environnement où on entend les salaires astronomiques des footballeurs. Si on remonte à quelques décennies en arrière, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, les meilleurs joueurs français de l'époque, Raymond Kopa, Juste Fontaine, indiquent l'un et l'autre dans la presse des phrases du type « les footballeurs sont des esclaves ». Ça me paraît paradoxal aujourd'hui, on imagine mal Benzema dire ça aujourd'hui. Mais de fait, les footballeurs avaient à l'époque des contrats qui faisaient qu'ils étaient absolument dominés dans leur rapport salarial. Aujourd'hui, voilà, il y a eu une longue mobilisation, etc. Je n'ai pas le temps de raconter cette histoire, mais montrer que la situation qu'on connaît aujourd'hui n'a rien d'évident, n'a rien de naturel. C'est un ensemble de conditions sociales et socio-historiques qui ont contribué à la mettre sur pied.
Enfin, dernier élément, c'est pourquoi les profits symboliques et économiques convergent vers une minorité de joueurs. Là aussi, il n'y avait rien d'inexorable à cela. Déjà, le premier élément qui est important, c'est l'invention de la vedette. Aujourd'hui, voilà, on l'a bien vu ici, on met en avant des vedettes, la presse sportive ne parle d'une équipe qu'à travers toujours la promotion de son capitaine ou de son joueur le plus en vue. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent au début du football, en tout cas quand il arrive en France. Et par exemple, un acteur important du développement du football en France, qui s'appelle Charles Simon, qui a donné son nom à la Coupe de France qui est jouée tous les ans, lui fustigeait, je cite de mémoire, mais la sale manie des reporters de citer le nom des coéquipiers qui ont, au prétexte, qui ont marqué un but. Et maintenant, le football est un sport d'équipe, et donc quand on fait un compte rendu match, on ne devrait parler que de l'équipe, sans jamais parler de joueurs individuels. Donc, dans la presse sportive s'invente la figure de la vedette, puisque, semble-t-il, ça marche bien médiatiquement, et les sports qui étaient dominants à l'époque, c'était le cyclisme et la boxe, qui étaient des sports individuels, et finalement les journalistes sportifs reprennent la trame individualisante qui existait dans le sport individuel et l'appliquent au football. Et donc mettent en avant des vedettes et contribuent à ce que l'attention soit focalisée sur quelques joueurs. Et aujourd'hui, on voit que ça n'a fait que se renforcer. La représentation télévisée du football donne lieu à des images, à une représentation très fragmentée du football, en mettant l'accent sur des actions individuelles, des exploits individuels. Et donc, on a l'impression qu'un match de football, c'est une succession d'actions individuelles plutôt que le produit d'une configuration d'ensemble toujours en mouvement. Autre élément, l'apparition de trophées individuels. Benzema, voilà, qui a eu le Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur, et la conquête du Ballon d'Or est devenue un objectif en soi. Il ne s'agit pas seulement de gagner avec son équipe, mais aussi de gagner des trophées individuels. Il y a aussi l'existence de statistiques individuelles, il y a aussi l'exemple de notes, les journalistes notent les joueurs à l'issue de chaque match, etc., etc. Bref, il y a une vision de plus en plus individualisée du football. Et cette individualisation rencontre autre chose, à savoir que le fait que cet univers est très hiérarchisé, donc hiérarchisé en fonction de la division ou l'équipe dans laquelle on joue, mais hiérarchisé aussi en fonction du poste auquel on évolue. Pour gagner un match, il faut être 11 complémentaires, mais parmi ces 11 complémentaires, eh bien, les attaquants sont beaucoup plus visibles et gagnent beaucoup mieux leur vie que les défenseurs. Donc, il y a une inégalité au sein des coéquipiers. De plus, même chez les attaquants et les joueurs offensifs, il y a une survalorisation des joueurs qui sont extrêmement habiles balle au pied. Voilà, la virtuosité individuelle est survalorisée et conduit finalement un peu ces éléments à ce que, eh bien, il y ait une survalorisation de certains joueurs, voilà, qui accaparent tous les tous les flux d'attention et d'argent qui circulent dans le football. Voilà, très rapidement, résumer ce que j'essaie de raconter dans ce livre. Alors, peut-être si j'ai encore le temps, oui, deux, trois réflexions peut-être qui collent davantage peut-être avec la question des communs et qui me semblent intéressantes à signaler. Comment caractériser le football en fait? On peut dire que c'est une sorte de bien immatériel. Et donc une question qui s'est posée à plusieurs moments dans l'histoire du football, c'est à qui appartient le football? Elle s'est par exemple posée fin des années 70, début des années 80, quand se crée ce qu'on va finalement appeler le marché de droit télé. Et donc là il y a une sorte de controverse, pour savoir alors, à qui appartient le football? Est-ce qu'il appartient aux joueurs? Est-ce que c'est eux qui peuvent vendre les droits? Alors, voilà, ils sont des artistes qui vendent leurs droits d'image, etc. Est-ce qu'ils appartiennent au club? Est-ce qu'ils appartiennent à la Ligue ou encore à une autre entité? Voilà. Donc il y a eu, ici, je pense qu'il y a un élément assez intéressant. Et on voit aujourd'hui tout un ensemble de débats, les spectateurs, et plutôt les supporters, les spectateurs organisés, que sont les supporters, qui revendiquent, mais en fait, tout l'édifice économique sur lequel repose le football, il a comme principe notre passion. Et donc, le football nous appartient. Et donc, il y a des mobilisations de supporters pour essayer finalement de se réapproprier le football. Alors, dans la plupart des clubs, ça ne fonctionne pas trop, mais il y a quand même des choses de ci, de là. Par exemple, un club en Allemagne, à Hambourg, je ne sais plus son nom, le St. Pauli, le FC St. Pauli, donc qui renvoie à un quartier de Hambourg. Alors, le club fait faillite au début des années 2000. Et c'est des supporters et des entrepreneurs locaux qui, via des souscriptions volontaires, etc., rachètent le club, mettent à la tête du club le propriétaire d'un théâtre qui ne connaît rien au football, et avec l'idée, le football appartient à la communauté
d'ensemble. Il appartient pas à quelques actionnaires, mais à quelques, à la communauté. Et le club qui se revendique farouchement anticapitaliste, farouchement antiraciste, etc. Donc une tentative de réappropriation d'un club privé. Dans le même genre, il y a eu dans les années 80 en Argentine, au Brésil, sous la dictature, un club, les Corinthians, donc qui lui évoluait au plus haut niveau et avait dans son équipe un joueur comme Socrates qui était un des têtes d'affiche de l'équipe brésilienne, et club autogéré, avec l'idée que tous les joueurs gagnent autant les uns que les autres, c'est eux ensemble qui décident de la composition de l'équipe, etc., etc. Donc il y a eu des tentatives comme ça. Ce qui est intéressant, en plus, ils ont été très performants sportivement. Ils ont gagné le championnat brésilien. Autre élément sur peut-être la question de à qui appartient le football, etc. Il y a un dispositif qui existe en France et dans quelques pays qui est intéressant. C'est dans la loi, il est inscrit qu'il existe des événements d'importance majeure. Dans la liste desquels il n'y a que des événements sportifs, mais on pourrait les étendre à d'autres choses. Et réglementairement, ces événements doivent, quand ils sont télédiffusés, obligatoirement être télédiffusés sur une chaîne en libre accès. Alors, ça peut être une chaîne privée, ça peut être TF1, mais il ne peut pas être une chaîne cryptée. En l'occurrence, tous les matchs de l'équipe de France de football doivent nécessairement avoir lieu sur une chaîne en clair. Alors ça peut être une chaîne privée. Ils peuvent aussi avoir lieu en parallèle sur une chaîne privée à abonnement crypté, par exemple sur Bein. Par exemple, la finale de l'Euro 2016 France-Portugal avait été télédiffusée 2 fois, enfin été télédiffusée en direct 2 fois, et par TF1, je crois qu'on appelait M6 à l'époque, chaîne privée mais en clair, et par Bein Sport, chaîne privée mais à péage. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cela, donc ce dispositif existe dans plusieurs pays, les détenteurs des droits télé des grandes compétitions internationales, donc la FIFA pour la Coupe du Monde, l'UEFA pour l'Euro, ont attaqué les États qui ont mis ça en place à la Cour de justice de l'Union européenne en disant atteinte à la libre concurrence, puisque finalement vous venez soustraire certains biens du marché. Et la Cour de justice de l'Union européenne a tranché en disant qu'effectivement, voilà, ça dérogeait au principe de la libre concurrence, mais ils acceptaient de soustraire ce bien au marché, en tout cas partiellement, au nom de, non pas de l'exception sportive comme l'exception culturelle, mais au nom de la spécificité sportive. Et le fait, dans le traité de Lisbonne en 2009, il y a un article qui concerne le sport et qui évoque une spécificité sportive. Et du coup, voilà, c'est conçu comme un rempart contre l'appropriation privée. Et historiquement, alors ça va peut-être vous surprendre, mais vu ce que je viens de dire sur la FIFA et de ce qui a été dit aussi avant, les fédérations se sont toujours érigées en étant les forces protectrices du football contre les appropriations marchandes. Avec l'idée que les fédérations ont historiquement conquis le monopole dans l'organisation des compétitions, et le monopole à l'échelle mondiale, ont acquis le monopole aussi à l'échelle en termes de délivrance des titres sportifs, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule instance qui peut délivrer un titre de champion du monde en football, c'est la FIFA. Voilà. Et si quelqu'un d'autre s'amuse à créer un championnat du monde, en fait, il n'aura aucune valeur et il peut être attaqué en justice en étant usurpation de titres. Et de fait, quand on regarde les déclarations de Platini au moment où il se fait élire à la tête de l'UEFA en 2007 ou 2008, il y a toute une rhétorique sur le mode, en fait, si on laisse faire le marché, le football, on va nous piquer, on va nous voler. Or, le football, c'est une part de notre vie. Voilà. Donc, en fait, il fait du football un commun, de certaine façon. Ce n'est pas un produit. Voilà, il est comme cela. Il y a même une tentative de faire inscrire le football au patrimoine immatériel de l'humanité, donc qui renvoie à cette logique-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, en fait, c'est quand même pas une entreprise qui peut complètement dénuée d'intérêt du côté des fédérations, puisqu'à travers ça, il s'agit de s'arroger le monopole de la gestion de ce sport et aussi la possibilité de vendre ses droits. Donc, on voit ici que cette question, finalement, de dire voilà, nous sommes les garants de cet universel, en fait, il y a une privatisation de cette prétendue universalisation. Merci. Merci. C'est plus dans les pratiques vernaculaires
des millénaires précédents, des siècles précédents, qu'on peut envisager effectivement le football comme un commun, comme un bien commun. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as cité le football japonais, Corinne, on pourrait citer effectivement à Sparte, on avait un jeu de balle à Sparte, dans la Grèce antique, qui était réputé pour être très violent. D'ailleurs, les Spartiates n'étaient pas des hippies, donc loin de là. On a un calcio qui est florentin, qui va se produire dans les années, c'était au XVe siècle. Et puis surtout, on va avoir la persistance d'un phénomène qui était assez incroyable, enfin étonnant, pour les mâles, ce qu'on appelle la choule en vieux François, c'est-à-dire on va voir apparaître un football à la fois en Angleterre et en France, on l'a appelé la choule, qui se pratiquait principalement d'abord dans les écoles et les universités, et ensuite dans les villages. Et c'était une pratique collective, à la fois l'émulation d'une saine rivalité, voilà, et en même temps une cohésion, un vecteur de cohésion sociale très fort. Et cette choule, elle va être instaurée à peu près, enfin elle va émerger au milieu du XIIe siècle en France. Elle va prospérer en Angleterre, mais il n'y a pas de finalité compétitive. C'est pour ça qu'on a affaire aussi à des pratiques qui se signalent en étant des jeux dérégulés. Et parce qu'il y a jeux dérégulés et déficit d'arbitrage, et il y a beaucoup d'interventions de l'arbitraire, et donc effectivement des formes de jeux qui peuvent s'avérer parfois, dans une expression de violence, et de rivalité non maîtrisée. Alors ça c'est très intéressant, parce que c'est vrai que nos amis anglais vont codifier le football, c'est-à-dire qu'ils vont faire qu'on va avoir une espèce de passage juridique mais en même temps ontologique, qui est très important, entre la notion de jeu et la notion de sport. C'est-à-dire la notion d'un jeu, c'est-à-dire le jeu tire son sens d'une espèce de valeur intrinsèque. C'est l'activité elle-même qui sert à un principe de plaisir, mais on a une exception, on n'a pas de valeur extrinsèque. Les valeurs extrinsèques, ça va être véritablement inventé par la qualification anglaise avec des enjeux qui fait que l'activité au service d'un principe de plaisir individuel ou collectif se trouve en quelque sorte polluée par des intérêts économiques, financiers, des intérêts de rivalité et de statut symbole au niveau des clubs et des rapports de libéralité. Alors, je terminerai là-dessus, il y a une notion très intéressante qu'il nous faut explorer, on n'aura pas le temps d'explorer ici, c'est la notion grecque d'agone, qui présidait même aux premiers Jeux Olympiques dans la Grèce antique. La notion d'agone, qui pourrait être littéralement traduction combat, lutte. Il faut savoir par exemple que Socrate est un grand lutteur, le fils de Socrate est un grand lutteur. La notion d'agone, c'est une espèce de notion de rivalité inclusive, au même titre que par exemple le mot compétition, on le prend. Mais le verbe latin chez les Romains, cum petere, ne signifie pas élimination des concurrents, signifie chercher ensemble, cum petere. On a une inversion sémantique. Il faut dire aussi que l'histoire des mots, c'est l'histoire des forces qui s'en emparent, ça c'est pas nouveau. Mais la notion d'agone, si vous avez les questions de la mixité, vous trouverez par exemple cette notion développée par un judoka qui a écrit dans la revue Lumos, Jean-Luc Boileau, et qui a développé cette notion au sein de la communauté des judokas. Tu vois? Ah oui, je regarde pour la revue, oui, mais j'ai... Et cette notion, elle est très intéressante parce qu'on pourrait les dire, moi je l'avais un peu thématisé comme ça, l'adversaire n'est pas celui qu'il faut battre ou abattre, l'adversaire en premier lieu est celui qu'il faut éblouir. Vous voyez? C'est pas la même acception. Et il y a l'idée de rivalité inclusive dans la mesure, il y a l'idée d'un combat émulateur. Plus tu es haut, plus je me mets à ta hauteur. C'est ça qu'il nous faut progresser ensemble, vous voyez? Donc ça, je tiens particulièrement à célébrer cette notion dans le sport, qu'on va retrouver beaucoup chez les rugbyman d'ailleurs, plus que dans l'agressivité un petit peu coutumière des footballeurs, et qui est une notion très intéressante à méditer, parce que je pense que beaucoup de gens, notamment beaucoup d'intellectuels qui s'intéressent au sport, le prennent comme une espèce d'activité et ils sont en dehors. Le sport, c'est une activité anthropologique, cognitive, très pertinente et qui représente une multidimensionnalité. Et c'est pour ça, par exemple, les émissions comme l'After et RMC traitent de cette multidimensionnalité sportive, au-delà de la factualité, du scoré, qui a marqué, qui n'a pas marqué, etc. J'étais amené à
à expliquer pourquoi le sport était important dans une société où en fait il est souvent considéré comme quelque chose de marginal, voire de pas important. En témoigne le budget qui lui est associé dans le gouvernement français, on trouve la même chose partout. Et il y a cette idée, voilà, le sport, bon, c'est un divertissement, c'est quelque chose qui existe, mais on pourrait aussi s'en passer. Et à l'inverse, je me retrouvais aussi avec des gens qui étaient complètement passionnés par le sport, qui se considéraient comme une baguette magique. Et en fait, quand on fait attention, on retrouve souvent dans les discours des passionnés de sport qui vont dire que le sport, c'est l'école de la vie, que le sport c'est un ascenseur social, que c'est une formidable activité, notamment pour les jeunes de banlieue. C'est vrai que souvent c'est ces caricatures qui persistent dans l'esprit, et au final c'est normal en fait, puisque on parlait de la naissance du sport moderne dans la seconde partie du XIXe siècle. Il n'y a pas juste, les inventeurs du sport n'ont pas juste inventé le sport, ils ont aussi inventé l'idéologie qui va avec le sport. C'est-à-dire que le sport c'est le dépassement de soi, c'est l'apprentissage de la discipline, c'est l'apprentissage de la vie en collectivité. En fait, quand on lit les historiens du sport et les sociologues du sport, on se rend compte que le sport n'a pas d'autre valeur que ceux qu'on lui prête. Donc c'est un vecteur qui est neutre. Et il y a quand même quelques prérequis qu'il faut avoir en tête quand on envisage le sport et le football sous le prisme du bien commun. C'est qu'il faut déjà ne pas l'essentialiser. Il y a un autre sujet aussi, c'est le jeu. Les jeunes jouent moins en extérieur, plus gâtés par les écrans, et ça a une incidence dramatique sur la santé mentale. Et l'OMS le suit, et s'en alarme, c'est la progression, notamment chez les jeunes, des problématiques de santé mentale, de dépression. Ça a été accentué par le Covid, et il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que le jeu sportif, en fait, est un moyen de lutter contre ces problématiques-là. On a tendance à ne pas considérer le jeu comme quelque chose de sérieux. On a tendance à penser que le contraire du jeu, c'est le travail. En fait, le contraire du jeu, c'est la dépression. Donc, rien que pour ça, en fait, on devrait quand même promouvoir l'activité physique et sportive au-delà de ce qu'on peut voir beaucoup et ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le sport-spectacle. Il y a beaucoup de réalité derrière le football, beaucoup de réalité derrière le sport. Il faut, quand on pense au bien commun, s'intéresser à ce qui se passe dans le quotidien, dans les écoles, dans ce que peuvent proposer des associations, des ONG, etc. Je vais passer très vite là-dessus parce qu'on a quand même déjà parlé de la globalisation du sport. Je voulais apporter un petit éclairage sur quelques grandes dynamiques. Simplement insister sur les deux dernières et surtout sur celle du milieu. C'est-à-dire que depuis 25 ans, et ça on n'en parle pas beaucoup, les médias n'en parlent pas, il y a une vraie émergence d'acteurs qui considèrent le sport non pas comme une finalité à part entière, mais comme un moyen pour apporter des réponses à des problématiques de société. C'est le cas à l'international, c'est le cas en France aussi. Depuis la fin des années 90, il y a énormément d'associations, d'initiatives de la société civile qui ont vocation à utiliser le sport comme un levier d'innovation sociale. Alors moi je travaille pour Play International, mais en France il y a d'autres structures il y a une structure qui s'appelle Faites le Mur, qui a été créée par Yannick Noah en 96, et depuis 96 en fait il y a une vague qui est assez encourageante. En fait, ça veut dire que le sport est approprié par le secteur de l'économie sociale, par le secteur du développement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle relative, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais la logique d'héritage des grands événements sportifs, on en parlait tout à l'heure de Paris 24, elle progresse. Alors là, on a un exemple flagrant d'événements sportifs qui en a strictement rien à faire de son impact social et environnemental. Il y a quand même cette notion que demain, il va être de plus en plus compliqué d'organiser ce type d'événements sans se préoccuper sérieusement de ce sujet-là. Paris 2024 a réfléchi à une stratégie d'héritage avant la candidature, c'est dans le dossier. Il pourrait toujours faire plus de mon point de vue, mais il y a une vraie logique sur cet enjeu de l'héritage qui n'est pas automatique et qui fait le fruit d'investissement. Je ne sais pas si vous connaissez le fonds de dotation Impact 2024, c'est un fonds de dotation, une fondation en fait, créée par Paris 2024 pour financer des projets qui ont un impact social grâce au sport. Depuis 2020, ils ont financé plus de 700 projets
Ils ont investi plus de 30 millions d'euros dans des projets et ils travaillent aussi sur la structuration. Donc il y a tout un programme de formation, de mentorat, d'accompagnement de ces projets pour qu'ils puissent se pérenniser sur la suite. Là encore, je trouve que c'est assez positif de voir que c'est un peu contrasté. On a au Qatar des choses scandaleuses, mais des perspectives un peu plus intéressantes au niveau de la France. Et je pense qu'on l'a vu tout à l'heure sur le sujet de l'environnement. En fait, on n'a pas le choix. Il y a une prise de conscience croissante que, en fait, le sport doit être responsable et une prise de conscience croissante que le sport peut être autre chose qu'un spectacle, qui peut être un levier pour favoriser le bien commun. Je vais finir avec juste quelques exemples qui figureront dans un livre qui sera publié en début d'année qui s'appelle Le sport des solutions, qui est un voyage en fait autour du monde et qui parle d'initiatives un peu emblématiques en matière d'innovation sociale par le sport et qui montre qu'il y a un autre sport qui existe déjà, qu'il y a des solutions qui existent déjà et que c'est celui-là qu'il faut soutenir. Alors on a parlé de football, j'ai deux exemples de football et un petit troisième pour Harold si on a quelques secondes. Vous connaissez toutes et tous la situation politique, géopolitique au Proche-Orient, le conflit, etc. Il y a une ONG qui s'appelle le Centre Pérez, qui est basé à Tel Aviv, qui est une sorte de dispositifs en faveur de l'innovation sociale. Ils ont pas mal de programmes pour favoriser la paix dans la région. Ils ont un programme football qui fonctionne très bien et qui permet de faire en sorte de créer de la mixité entre des jeunes palestiniens et des jeunes israéliens. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas le football qu'on voit à la télé, c'est une méthode de football qui est différente, qui favorise la coopération. Donc il y a une réelle mixité dans les équipes. Il y a des règles qui sont définies collectivement par les jeunes eux-mêmes et le résultat du match ne dépend pas uniquement du nombre de buts mais aussi de points de fair play. Et donc il y a un débat à la fin de chaque séance autour de ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a un système de carton vert aussi, il n'y a pas juste le carton jaune et le carton rouge pour sanctionner une action, il y a le carton vert qui peut être utilisé pour récompenser une action de fair play. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais c'est intéressant de voir, puisqu'on a beaucoup parlé du jeu, de voir comment en fait on va détourner un peu ce qui fait un peu l'essence du sport, c'est-à-dire les règles, parce qu'il ne faut pas toucher aux règles quand on parle de sport, il ne faut pas toucher à la compétition. Là c'est une compétition qui est plus coopérative que compétitive. Un autre exemple, alors c'est intéressant, on a parlé de Socrates, qui est un joueur de football brésilien emblématique. Son petit frère s'appelle Rai, il a joué au Paris Saint-Germain et il a fondé en 1998 une association qui s'appelle Gol de Letra, qui a été créée à Sao Paulo. Ils ont repris une ancienne école en fait, ils ont recréé tout un programme autour du sport qui est assez formidable et qui permet à des enfants au quotidien d'être accompagnés. Et eux aussi utilisent des méthodes comme ceux que j'ai cités avec le Centre Pérez. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ajoutent aussi beaucoup d'autres activités en lien avec le sport. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la transversalité du sport, sa malléabilité et son pouvoir d'attraction, notamment auprès des jeunes, qui fait qu'en fait, on peut leur offrir des services sociaux qu'on ne pourrait pas parce qu'ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas le football ou d'autres activités physiques. Un petit dernier, puisqu'on a parlé beaucoup de sport anglais, enfin d'un sport anglais aujourd'hui, on va parler d'un sport français, l'escrime. Ça c'est une association que j'aime beaucoup parce que personne ne parle d'eux, ils ne sont pas très connus mais ils ont une action formidable. Ils ont créé à Thiès, au Sénégal, un programme d'escrime pour favoriser le soutien psychosocial aux jeunes, notamment aux jeunes filles qui sont incarcérées. Avec l'objectif d'éviter la récidive et de préparer leur retour dans la société. Ils ont créé une méthode d'escrime qui s'appelle Escrime et justice réparatrice qui permet de travailler sur les compétences psychosociales, sur la notion de responsabilité, sur la confiance en soi, sur la confiance en l'autre. Et ils font ça depuis quelques années. Ils ont aidé déjà plus de 500 jeunes à se réinsérer. Le taux de récidive sur l'ensemble de la prison des jeunes a complètement chuté. Grâce à ce programme-là, ils forment des gardiens qui mettent en place dans d'autres prisons ces initiatives-là. Donc là, pour moi, on est vraiment dans les logiques de bien commun, puisqu'on est passé d'une innovation sociale très locale à un dispositif qui en fait va être institutionnalisé
dans un système carcéral. Je pourrais continuer beaucoup parce qu'il y a plein d'initiatives comme ça, mais je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter. Une petite dernière. Une autre de mes favorites, moi j'ai pas de photo, mais c'est une association en Afrique du Sud qui s'appelle Waves for Change, qui a créé une méthode qui s'appelle la thérapie par le surf. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les enfants dans les townships, dans les quartiers vraiment pauvres, en fait, subissaient en fait des traumatismes en permanence, de la violence, de la drogue, etc. Et qu'il y avait un gros sujet de santé mentale qui est par ailleurs un tabou en Afrique du Sud. On n'en parle pas, on parle plus de sorcellerie, on ne parle pas de dépression ou de santé mentale. Et donc ils ont créé une méthode qui mélange le surf avec de la méditation, avec du soutien psychosocial, qui permet à des jeunes justement de travailler sur leur résilience. Et eux aussi ont des résultats vraiment formidables dans un environnement où en fait le soutien de psychologues n'existe pas. Ils ont réussi à le créer, l'instituer grâce au surf. Et aujourd'hui, en fait, ils forment des éducateurs dans plein de communautés différentes autour du Cap qui mettent en place ce programme tout au long de l'année. Et donc, on a des enfants, ce sont des jeunes noirs qui, pendant l'apartheid, ne pouvaient pas aller à la plage, pour beaucoup ne savent pas nager, qui peuvent accéder à la plage, qui peuvent s'amuser. Je trouve ça déjà super. Mais en plus, en fait, ils ont un accompagnement psychosocial qui se fait grâce au surf. Donc voilà, pas mal d'autres exemples. Je peux en donner d'autres, mais alors voilà quelques-uns qui sont déjà emblématiques. Merci voilà. beaucoup, merci beaucoup David. Historiquement, le football est vraiment un sport masculin, pratiqué, inventé par des hommes, pour des hommes et regardé par des hommes. C'est vraiment un lieu de l'exclusivité masculine. Fin des années du XXe, il y a une tentative de création de clubs, d'ailleurs qu'on met beaucoup en scène aujourd'hui, donc qui a réellement existé, mais qui ont été aussi peu nombreuses uniquement que méprisées par les institutions sportives et par la presse sportive. Voilà. De fait, néanmoins, aujourd'hui, le football, le soccer féminin se développe ici aussi en France, mais que ce soit en termes de visibilité, en gros, je ne sais plus c'est sur quelle année je cite dans le livre, 98% du temps d'antenne consacré au football est consacré au football masculin. En termes de revenus, les écarts sont des mêmes proportions. Vous parliez du soccer aux États-Unis, c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, c'est peut-être pas le cas ou moins le cas, mais c'est aussi parce que ici, en fait, le football est le sport numéro 1, il a pris toute la place, c'est un peu le football masculin, et de fait, quand le football féminin tente de se développer, il y a une montagne face à lui et c'est difficile de faire face. Par contre, aux États-Unis, le soccer est un sport relégué, enfin ça c'est en train de changer, mais en gros les grands sports c'est foot américain, c'est baseball, c'est basket, et le fait que le football, notre football, le soccer, a plutôt été une pratique, en tout cas, je sais pas si c'est plutôt, en tout cas, au moins autant féminine que masculine. Et ce qui explique aussi sans doute que vous ayez joué au football aux États-Unis et pas pendant le reste de vos études en France, puisque c'est un sport important là-bas pour les femmes, alors que c'est pas du tout le cas aujourd'hui, même si ça monte, etc., ça reste face à l'ogre du football masculin, c'est petit poussé du football féminin. J'aurais une petite remarque sur l'équipe féminine de football aux États-Unis. Il y a eu une grève des joueuses championnes du monde il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc demandant les femmes avec leur capitaine emblématique, figure en plus LGBT, demandant une revalorisation salariale, au prétexte qu'elle était l'équipe la plus titrée au monde en qualité de football féminin, et que l'équipe masculine, les athlètes masculins étaient autrement mieux payés qu'elle, alors qu'ils étaient foncièrement incompétents au niveau de l'excellence footballistique et qu'elles raflaient les titres. Et elles ont tenu gain de cause. Elles ont fait grève. Et une dernière remarque, mais c'était plutôt par rapport à Benjamin qui est assez croustillante. J'ai écouté ça dans l'after-foot de RMC, je vous conseille, c'est quand même la meilleure émission consacrée au foot l'after. Hein. Je ne parle pas simplement de la traçabilité factuelle des matchs, etc. Mais au niveau de l'analyse, il y avait, je crois que c'était Pascal Boniface qui a écrit un bouquin récemment sur la géopolitique du foot, et il disait que justement dans le fameux conciliabule secret entre les représentants de l'EMIR en 2010, M. Platini et M. Sarkozy, que les représentants de l'EMIR avaient dit nous on veut bien acheter, mais l'EMIR est fan de l'OM. Nous, le choix
de l'émir se porter, parce qu'il connaissait l'OM, lui, il aimait l'OM, le Sud, etc., la Méditerranée, et il ne pensait pas du tout au PSG. Et c'est Nicolas Sarkozy, apparemment, de ce qui aurait fuité, qui lui aurait dit non, non, le PSG, c'est bien. Moi, je voudrais revenir sur l'évocation concernant justement les inégalités entre les femmes et les hommes dans le foot, hein, en tout cas entre les sportifs et les sportives. Je trouve qu'il faudrait un petit peu élargir la question, même comme vous avez tenté de le dire d'ailleurs, par le fait que vous disiez que bon, le foot, enfin le sport en général, on pourrait dire d'ailleurs que c'est principalement masculin. Moi, je dirais que dans le mode d'organisation et dans les effets que ça a par rapport à la question du système capitaliste et du système néolibéral, je trouve que c'est pas seulement masculin, c'est assez patriarcal, c'est assez révélateur du système patriarcal, c'est-à-dire basé sur la notion de concurrence, etc., mais basé aussi sur la violence. Et quand je vois par exemple qu'un certain nombre de Jeux Olympiques, à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques, on organise en même temps les États la venue, par exemple, ça a été le cas aux Jeux Olympiques de 2016, de 45 000 prostituées, par exemple. Donc je trouve qu'il faut quand même voir le problème un peu dans son ensemble. Donc ça, je pense que vous serez assez d'accord avec ça avant de partir. Plus qu'assez d'accord, oui, complètement d'accord. Et pour ajouter peut-être un autre élément, c'est que non seulement les joueurs gagnent beaucoup plus visibles, mais c'est aussi un espace, un lieu où on met en scène la domination masculine, en fait. Parce que le seul spectacle qui est censé être digne d'être représenté, d'être visible, c'est la pratique des hommes. Il y a deux collègues qui, il y a quelques années, c'était avec une tribune, je crois que c'était dans Libération, non mais pourquoi pas une Coupe de France qui réunirait toutes les équipes. En fait, c'est ça le principe de la Coupe de France, c'est que toutes les équipes, depuis l'équipe de village jusqu'au PSG, jouent dans la même compétition. Alors, les équipes arrivent relativement tard dans la compétition, et dans l'absolu, une équipe de village peut gagner la Coupe de France. Mais pourquoi pas faire une vraie équipe Coupe de France qui réunit toutes les équipes, masculines et féminines. En fait, ça, c'est vraiment une sorte d'impensé. Et il y a une collègue qui s'appelle Anaïs Bouillon qui a travaillé sur, alors c'est pas sur le cas du football, mais sur les tests de féminité qui existent, ça va compléter encore ce qui existe dans le sport. Avec cette crainte, cette hantise du monde sportif, qu'un jour, un sportif se fasse passer pour une sportive et usurpe les titres, sachant que dans les femmes sport, ça n'est jamais arrivé, il y a un max soupçon, mais les instituts sportifs déploient une énergie considérable pour vérifier que les femmes sont des vraies femmes, et avec des dispositifs d'investigation pour le moins invasifs, intrusifs, violents, et qui dénotent, voilà, quand on parle d'une institution sportive qui est patriarcale, je pense que c'est à ce cas-là, peut-être que ça soit le mieux. Donc, c'est le travail d'Anaïs Bouillon, et qui montre voilà, qu'on a un univers non seulement binaire, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et en plus avec certaines sportives qui, lorsqu'elles font des performances incroyables, eh bien, on remet pas ces performances, hein, vous n'êtes pas une vraie femme. Et le fait qu'elles aient une anomalie physiologique, etc., eh bien, elle va être à leur discrédit, elle va être disqualifiée, interdite de compétition, là où jamais on verra ça pour un sportif masculin. Voilà, un sportif masculin qui fait des performances exceptionnelles et qui aurait peut-être comme fondement, bon, ça va avoir, mais une anomalie physiologique. En fait, jamais on va remettre en cause son titre au prétexte qu'il est un homme atypique.